Notre souci, ça a toujours été de faire un produit de qualité et durable, pour que l'impact soit le moins important possible sur l'environnement. Pour fabriquer une tente, la concevoir et l'optimiser pour qu'elle soit un peu légère, la seule vraie solution que j'ai trouvée, c'est il faut mesurer, il faut tester, il faut mesurer, il faut avoir une démarche scientifique. Je suis le concepteur, mais je suis le fabricant et je suis aussi utilisateur. C'est un gros avantage aussi de travailler avec un artisan, je trouve, c'est que l'équipe, elle se fait ici. Il m'aura fallu quasiment une année. Une année entre le tournage et le montage pour vous présenter cette série de documentaires sur les artisans français de la marche ultra-légère, de la mule. L'idée de base était simple. Faire découvrir au grand public ces créateurs passionnés, afin de mettre en avant la maîtrise d'un savoir-faire à la française qui n'a jamais disparu, malgré la mondialisation. Montrer qu'il existe chez nous, en France et en 2024, des artisans capables de proposer ce qui se fait de mieux sur le marché. Enfin, l'idée aussi, c'était de montrer qu'en choisissant un produit conçu par un artisan, on n'achète pas qu'un produit. C'est aussi une histoire, un échange et, très vraisemblablement, une amitié. Et ça n'a aucun prix. Aujourd'hui, je me trouve dans le Tarn, au pied de la fameuse montagne Noire, dans le charmant petit village de Durfort, capitale du cuivre, mais pas seulement. En effet, cette microscopique bourgade où le temps semble s'écouler au ralenti abrite aussi un autre savoir-faire, bien plus léger que le cuivre, mais ô combien plus isolant. Vous l'avez compris, pour ce premier volet des artisans français de la mule, nous allons parler de 000. L'occasion de pouvoir comprendre comment cette petite famille du Sud-Ouest, qui avait démarré aux origines en récupérant des objets en tout genre dans les campagnes, est devenue aujourd'hui l'un des plus grands experts mondiaux de sacs de couchage et vêtements techniques en duvet-doigt. Je vous laisse maintenant vous installer confortablement. J'espère que le résultat sera au moins à la hauteur de vos attentes. Je vous souhaite un très bon visionnage. Oui, bonjour. Bonjour Philippe. Comment tu vas? Ben écoute, ça va bien. Ça va bien. Ouais. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi, ici, avec à plaisir. Durfort. Ce charmant petit village qui était aux portes de la montagne Noire, ici. C'est ça. Ouais. Et puis, tu es dans un vrai petit coin de paradis. Là, juste devant l'atelier, tu as une petite rivière qui coule. Tu arrives le matin au travail, tu entends le bruit de l'eau. C'est un petit paradis, tu me disais ici. Hein. C'est clair. Alors déjà, je voulais te remercier chaleureusement de m'avoir accueilli chez toi et puis de m'avoir accordé un petit peu de ton temps pour qu'on puisse parler un petit peu de toi, de ton activité, puis de ton histoire, parce qu'il y a tellement de choses intéressantes à dire. Et puis, si tu es d'accord, on va démarrer par le début, par le commencement, par les origines, parce qu'aujourd'hui, la marque 000, c'est quand même une marque qui est synonyme d'expertise, de savoir-faire sur les vêtements techniques en duvet. D'ailleurs, on en parlera un peu plus tard, mais la machine qui se trouve derrière nous, la fameuse trieuse, je crois qu'elle a bientôt 100 ans, cette machine-là. Dans quelques années, elle sera centenaire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment elle est née, cette expertise? Comment tout a commencé au départ? À l'origine, qu'est-ce qu'il y avait? Et d'ailleurs, est-ce que ça s'appelait 000 au départ? Tout d'abord, je voulais te remercier à toi d'être venu. Mais de rien. Parce que c'est un partage, c'est un moment de partage qui est enrichissant pour moi aussi. Ah ben, tant mieux. Et donc oui, 000, c'est l'aventure actuelle, mais c'est une histoire ancienne en effet, puisque c'est une histoire familiale, donc il y a 4 générations dans la générations. On est remonté jusqu'à 1860, la première génération, qui était juste récupérateur. Ils récupéraient, ils battaient les campagnes, ils récupéraient les ferrailles, les chiffons, les pots de lapin. Ça a commencé comme ça? Ça a commencé comme ça, il était récupérateur. Et c'est à la deuxième génération que ça s'est spécialisé plus dans la plume.
et qu'il y a eu donc, dans les années 20, 30, investissement dans des matériels pour transformer et valoriser cette plume au-delà de la récupération. D'accord. Et donc c'est à cette époque-là, dans les années 30, qu'a été achetée cette machine, donc la fameuse trieuse, ouais. la garnisseuse, la machine à coudre les édredons, la sauterelle. Et donc qu'on a commencé à faire de la confection pour la literie, des édredons, des dessus de lit. Oui, donc au départ, c'était vraiment les couettes, les oreillers pour les habitations. C'était ouais, la literie confectionnée qu'on appelle. Hein. Ouais. Et puis après-guerre, en fait, la troisième génération, donc mon beau-père, mon ex-beau-père, il a gardé la structure des années 30. Et il l'a amené jusqu'à ma génération, donc dans les années 80. Et il a apporté sa pierre à l'édifice dans le sens où, pour préserver, pour des raisons qui lui étaient de circonstances, pour préserver l'activité, Oui. il a gardé complètement la structure ancienne et en faisant de la vente directe. Donc il a initié la vente au magasin. Donc lui, il commençait à vendre directement. Il a commencé à vendre directement. À des Voilà. clients qui cherchaient à s'équiper. À des particuliers, à la boutique. Et c'était toujours sur des couettes, sur des oreillers. Toujours sur de les la mêmes literie. produits de confection D'accord. de literie. Voilà. Et donc moi je suis arrivé dans les années 80. L'entreprise, j'avoue, était un peu à bout de souffle. Il n'y avait pas de repreneur. Et elle allait fermer. Donc moi j'arrivais là et j'ai découvert cette machine, ce travail. Et ça a été le coup de cœur, quoi. Donc, t'es tombé amoureux de la machine, direct. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ouais. ça disparaisse, c'est trop merveilleux, quoi. Enfin, Ouais. bon. Et je me suis lancé dans l'aventure. Alors, les premières années ont été un peu compliquées parce que l'entreprise avait une moitié d'activité qui était la vente en gros de duvet à une marque qui est connue aujourd'hui, qui est Valandré, qui était naissante dans les années 70. Au départ, 000 fournissait Valandré. Alors, ça s'appelait Pinel. Ça s'appelait pas 000, ça voilà, s'appelait Pinel. c'était C'était Pinel. la société familiale, l'entreprise Et familiale. donc, c'était le fournisseur historique de Valandré à ses origines. Voilà. Et donc, il y a eu une série de péripéties qui ont fait qu'on était amené à collaborer très étroitement avec Valandré. Ah ben ça, Un certain temps, mais c'est une collaboration qui n'a pas duré, on va Combien dire. de temps vous avez travaillé ensemble? Ça a duré de 89 à 92, à peu près 3 ans. 3 ans, oui, c'était assez court quand même. Et ouais. puis, oui, c'était assez court, très, très riche, parce que moi, j'ai découvert le monde de la montagne et de la confection. C'est là que tu es rentré un peu, tu as mis le pied dans les sports de montagne Voilà, et, exactement, et les ouais. produits techniques. Voilà, c'est ça. D'accord. Et ça a été le flash aussi, parce que j'adore la montagne, donc c'est ça que je voulais Alors, faire. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va dire que c'était plus ou moins à cette période-là qu'il y a eu un virage justement entre les produits de literie classiques et la création d'une gamme de produits techniques, Tout à fait. parce que justement il y a eu cette collaboration avec Valandré au départ. Alors, c'est il y a ça eu d'un côté cette collaboration qui ouvrait une porte, une fenêtre nouvelle sur l'avenir. Oui. Et en même temps, il y avait la mondialisation qui faisait que les produits que nous, on confectionnait en édredon, en couette, en literie, étaient de moins en moins compétitifs. C'était au début de Voilà. la délocalisation, Voilà, les les produits années 80. manufacturés en Voilà, Asie. les années 80, Ouais. début des années 90. Et donc, après des années difficiles, 92, 93, 94, en 94, je me suis retrouvé tout seul et j'ai pris l'initiative de créer ma propre marque. C'est-à-dire ma propre 94, ligne. on arrête la 94, collaboration avec Valandré, Voilà. et là tu étais Voilà. maître à bord, seul maître à bord. Voilà. Et, Et on a commencé l'aventure de la création de nouvelles gammes. et c'est là que tu as créé 000. la marque 000. Tout à fait. Et ça vient d'où ce nom, 000? Alors 000, quand je suis arrivé dans l'entreprise, il y avait partout agrafé sur les poutres des listes, des listes de classification des différentes qualités de plumes, puisque comme dans beaucoup de métiers, on négociait à travers un classement numérique. Et D'accord. donc ce classement numérique était associé à des qualités qui avaient un quota, Comme un enfin, barème, en fait. qui avait un prix dans une bourse spéciale pour les gens qui travaillaient la plume. D'accord. Donc on achetait, on vendait telle qualité à tel prix. Et donc de 1 à 10, c'était les qualités de plume. De 10 à 100, c'était les qualités de plume et de duvet mélangées, les demi-duvets qu'on appelle. Demi-duvet. Et de 100 à 1000, c'était les qualités de duvet.
Le 1000 étant le plus beau, et le 1000, c'est le 000. C'est le 000, c'est Voilà. de là qu'est né. C'est de ce là nom. qu'est né, parce que du coup, je me suis dit, quel avenir pour toutes ces qualités-là? On a peu de chances d'être compétitif dans le marché mondial avec la structure qu'on a. Donc, on va supprimer tout ce qui est en dessous du 000, on va On garder fait que le que le 000, haut de gamme. et on va sortir par le haut en faisant un produit très technique qui va être reconnu par sa qualité avant tout, donc en vente directe et sans publicité. Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2023, le duvet est toujours considéré comme la meilleure matière pour isoler? Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les conditions pour obtenir un beau flocon de duvet? Alors au-delà du triage, on le verra tout à l'heure avec cette fameuse machine qui se trouve derrière nous, on va en parler bien sûr, mais est-ce que la façon dont sont élevés les animaux, ça joue un rôle? Est-ce que d'après toi, le bien-être de l'animal, de son vivant, il est déterminant pour obtenir derrière un beau flocon? Alors, il y a plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est que le duvet d'oie grise, donc qu'on utilise pour faire du foie gras, qui est essentiellement maintenant en Périgord, en France, est une des plus belles qualités au monde. Que ce soit en France, mais c'est la même chose en Hongrie ou en Roumanie, c'est des qualités qui sont exceptionnelles. Et donc, cette qualité, elle vient de l'animal, de l'oie, et cette qualité a toujours été reconnue dans le milieu de la haute montagne et de l'himalayisme, là où vraiment comment dire, les qualités sont éprouvées au maximum. C'est le duvet d'oie grise qui est le meilleur. Ça a toujours été le duvet d'oie grise. Il y a une qui est le suprématie. meilleur. Voilà, le duvet de canard n'atteint jamais ces niveaux de qualité. C'est marrant parce que c'est justement, moi je me posais la question, parce que toi tu utilises que du duvet d'oie grise et pas du duvet de canard justement, et je me demandais, mais et peut-être que c'est intéressant pour les gens qui se posent la question, pourquoi ce choix? Donc, pour toi, il y a vraiment une différence de qualité entre du duvet Ah, y a d'oie pas et du photo. duvet de canard, il Ah oui, n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et alors, tu nous expliquais, enfin tu m'expliquais avant l'interview que déjà l'oie, alors au-delà de sa morphologie, que c'est un animal qui est plus gros, c'est un animal qui ne peut pas être enfermé, qui est obligé de vivre en liberté, donc les conditions d'élevage sont beaucoup plus dures, enfin, c'est beaucoup moins C'est simple plus compliqué, à élever, oui. c'est plus compliqué que du canard. Tout à fait. L'oie ne sera jamais élevée de manière industrielle Non. en batterie, etc. Ça, c'est Non, pas pas possible. ces oies-là, non. Et non. c'est ce qui fait que justement on a aussi cette qualité de duvet parce qu'il y a des conditions d'élevage qui sont le plus naturelles possible, on va dire. Oui, enfin, c'est inhérent à l'animal. C'est ça. Une oie est un animal beaucoup plus imposant qu'un canard. Ok. Une oie est pratiquement comme un chien, c'est un animal de compagnie. Le canard, beaucoup moins. Les fermes d'élevage avec lesquelles tu travailles, elles sont toutes issues du terroir local, enfin, du bassin périgourdin. Je crois que toutes les fermes d'élevage avec lesquelles tu travailles aujourd'hui, avec lesquelles tu te fournis en plumes, ce sont des fermes du Périgord. Est-ce que tu as un cahier des charges spécifique quand tu vas voir une ferme d'élevage? Comment ça se passe, vos collaborations de Alors, travail? le principe de 000, comme je disais tout à l'heure, d'un côté, c'est d'accéder directement aux utilisateurs qui vont éprouver les bonnes qualités du produit, donc les alpinistes de haut niveau. Et de l'autre côté, c'est d'arriver à monter une filière d'approvisionnement en duvet stable et qui me garantisse une qualité suivie, quoi. Enfin, toujours le même niveau, quoi. Donc, je suis allé voir les producteurs directement dans les fermes et j'ai sélectionné les meilleurs producteurs. Et les meilleurs producteurs, c'est les producteurs qui faisaient déjà à l'époque, donc dans les années 90, de la vente directe à la ferme. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, comme moi, mettaient leur nom sur l'étiquette et avaient directement leurs clients au téléphone. Ah, il y avait vraiment ce côté relation Voilà. directe, quoi, pas Donc, d'intermédiaire. on ne joue pas avec la qualité, Ouais. parce que c'est On le sa voit de suite. réputation Puis on le qui voit de est en suite. jeu. Donc, je collabore avec ces gens depuis donc 94. Et la collaboration est une collaboration contractuelle de façon à stabiliser les approvisionnements. Et ça consiste de ma part à leur prendre toute la quantité de leur production, quelles que soient les conditions. Hein, D'accord, tu leur garantis de prendre tout, voilà, un marché stable D'accord. et un prix non spéculatif, donc un prix stable aussi qui suit l'évolution de l'inflation. Ils ont une certaine pérennité au niveau de leurs marchandises. avec Voilà, toi, voilà. Donc ils savent que c'est tout le temps comme ça, quoi. et la contrepartie, c'est quoi alors? Et alors de l'autre côté, eux, ils s'engagent contractuellement aussi à appliquer un cahier des charges qualité Oui. que moi je leur impose pour
avoir la qualité que mes clients vont attendre. Pour garantir que tu aies toujours Voilà, le même niveau de le qualité. triple zéro, le fameux voilà. triple zéro. Et alors ça consiste en quoi? Et donc ça déjà consiste principalement à préserver les propriétés naturelles du duvet comme sur l'animal, parce que c'est là qu'elles sont optimales. C'est important ce que tu dis là en fait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout qu'entre le plumage et l'arrivée chez toi, il y ait Une dégradation de la qualité. une tout à modification fait. des Voilà, propriétés. voilà. Quoi. Il faut que ça reste pareil. Et alors le paramètre le plus marquant là-dedans, c'est que la matière est prélevée donc sur la bête morte, Oui. mouillée. Donc c'est Mouillée. une plume mouillée qu'on récupère. Et comme la plume c'est matière organique, quand elle est mouillée, si on ne fait rien, elle fermente très vite. En une nuit, on a constaté, je l'ai vu combien de fois, en une nuit, on peut avoir 10 à 20% du gonflant du duvet qu'on va obtenir qui va se perdre. Je leur demande de faire un pré-lavage à la ferme qui est intégré à la chaîne d'abattage, Oui. c'est-à-dire que la plume qui collecte mouillée, ils vont la mettre à raison de 4 rois par sac dans des sacs que tu vas voir après, les Oui. sacs noirs. Et ils vont le mettre dans une machine à laver toute simple, hein, avec un programme très court, en immersion avec un mélange de détergent et désinfectant pour arrêter toute fermentation. Et ça, c'est du matériel, ils doivent s'équiper. Alors c'est moi qui fournis tout le C'est système, toi le qui leur fournis produit, leur les système, machines, et d'accord. donc eux, ils doivent après le mettre dans un sèche-linge, et la matière qu'ils vont stocker, donc en suivant du prélèvement, est une matière qui va être sèche. Donc si j'ai bien compris, en fait, c'est pas le lavage, parce que c'est toi qui t'occupes du lavage du C'est un duvet. prélavage. C'est un prélavage C'est en un fait. prélavage. Ça va permettre d'éviter cette fameuse fermentation dont tu Exactement, parlais, parce que exactement, le plumage se fait avec la plume exactement, mouillée, parce que et que toi tu récupères quelque chose qui est intact. non seulement une plume fermentée perd de sa qualité au départ, mais en plus c'est beaucoup plus fragile à l'utilisation, surtout une utilisation d'alpiniste, C'est-à-dire de qu'on perd aussi montagnard, en durée de vie. quoi. sac de couchage qu'on va comprimer, bien décomprimer. Bien sûr. On maltraite vraiment le produit, il n'y a pas pire, quoi. Si le duvet a été dégradé par la fermentation dès le départ, il va se dégrader beaucoup plus vite ensuite. Le produit va durer moins longtemps. Et donc, comme l'objectif, c'était quand même de faire un produit durable, il fallait faire en sorte de préserver au maximum les qualités d'origine, comme sur l'animal, parce que c'est là que c'est optimum. Et ça, c'est une de tes particularités, toi, en termes d'expert de duvet, enfin de vêtements techniques en duvet, c'est que tu maîtrises complètement la qualité de la matière depuis l'animal jusqu'en bout de chaîne, en fait. Hein. C'est-à-dire que Au plus, on va dire. Au plus, bien sûr, mais voilà, le fait on d'avoir met toutes les chances de notre côté. Voilà, le fait. Et puis tu me disais quand même, et ça c'est aussi une particularité de la façon dont tu travailles, c'est que tu travailles avec ces fermes d'élevage depuis maintenant plusieurs générations. Pratiquement 30 ans. Tu en as certaines pour lesquelles c'est la nouvelle génération qui a repris C'est ça, le flambeau et tu ouais. travailles maintenant avec les enfants C'est ça qui ont repris. qui ont repris. Donc c'est quand même, ça montre bien. C'est génial. Ouais, c'est génial. C'est formidable. Est-ce que pour l'anecdote, tu peux nous dire, toute activité confondue, c'est-à-dire tous les vêtements, les sacs de couchage, ça représente combien de kilos de duvet par an, ça Alors, on prélève à peu près 40 grammes par oie. Chaque animal, c'est 40 grammes. C'est 40 grammes en moyenne de duvet par oie. Ça représente à peu près 28% contractuellement du rendement, donc de la totalité de la plume qui est prélevée, donc de ce qui est prélevé, parce qu'il y a des choses qu'on ne prélève pas, les grosses plumes, on ne les prélève pas. Et ça représente à peu près autour de 10 000 oies par an, et ça représente à peu près 400 à 500 kilos par an de duvet. Seulement 400, 500 kilos Voilà, sur l'année, donc voilà, c'est vraiment, voilà. en volume, je n'ose pas imaginer ce que ça va représenter. Tu dois pouvoir remplir tout l'atelier avec ça, j'imagine. C'est sûr, c'est sûr. Mais oui, c'est vrai que ça paraît peu, au final, au regard de... C'est très peu, Ouais. par rapport au marché, c'est très peu. Ouais. En Dordogne, on estime qu'il y a à peu près, en Périgord, il y a à peu près 200 000 oies par an, d'oies grises de cette qualité-là. Donc nous, on représente à peu près 5% de ce qui est prélevé et de ce qui est produit. Et si on devait grandir un petit peu, on serait vite à une limite parce que dans le terroir, la quantité est limitée. C'est ça, voilà, la matière on pourrait première, au maximum elle est pas... doubler l'activité, mais on ne peut pas avoir une vision d'avenir d'avoir une production qui fournisse tout le marché. J'imagine que c'est pas le but non plus. C'est une niche. C'est une niche. Et d'ailleurs, on va parler peut-être maintenant de la fameuse machine qui se trouve derrière nous. Moi, je te disais,
que ça me fait penser à une boîte à musique géante parce que on regardait tout à l'heure comment ça fonctionne. C'est vrai que tu me disais c'est beau à regarder parce qu'on voit le balai de ces flocons et de ces plumes avec ce système. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette machine, cette fameuse trieuse qui est quasiment centenaire? Comment ça fonctionne pour trier le duvet? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Alors c'est une machine qui date de 1932. 1932. C'est deuxième génération de trieuses. Les trieuses ont été inventées, enfin mises au point en Allemagne, dans la fin du 19e, début du 20e. C'est une machine allemande, hein? C'est une machine allemande, D'accord. ouais, parce que c'est les rois de la plume, hein, pour tout ce qui est matériel, tout, c'est les rois. Ah oui. C'est le marché roi de la plume. Même si eux, ils produisent pas, Ah oui. ils transforment, ils adorent le duvet. En Allemagne, c'est Ah un oui. culte, quoi. L'édredon, bon, Et donc, cette machine est inspirée des batteuses, des anciennes batteuses. Donc, ça fonctionne avec de l'air Oui. et ça fait une fragmentation où on va arriver à séparer le plus léger du plus loin. Le principe est tout simple, ça fonctionne avec de l'air. Il y a un ventilateur qui aspire l'air en bout de chaîne. Oui. On charge en début de chaîne Oui. au premier compartiment. Des Et sacs. ensuite, il y a des compartiments. C'est comme une armoire. Et donc, ça va monter, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre. Le plus léger va être aspiré le plus loin, schématiquement. Et les grosses plumes vont rester au début. Entre les deux, on aura, dans les deux premiers casiers, on aura duvet et plumes mélangées, les demi-duvets qu'on appelle. Donc, c'est toujours la limite du triple zéro, Ça, tu où t'en il ne faut sers? pas de plumes. Ça, tu t'en sers de C'est ça? pour les oreillers. Pour les On fait oreillers. les Tu coussins, ouais. continues toujours de faire un peu de Ah, literie, toujours, oui, ouais. oui, on fait toujours des couettes D'accord. et des édredons à l'ancienne et Donc des ça, c'est la oreillers. production On pour a la gardé le literie, savoir-faire, ouais, oui, ouais. oui, oui. Et donc ensuite, on aura dans le troisième casier qu'on appelle, on aura le triple zéro, donc le gros flocon de duvet. Et dans le dernier, on aura tous les petits flocons qui sont trop petits, qui ne Ça, c'est s'intéressent pas. des flocons qui sont trop petits pour être Ils n'ont pas le même classifiés triple gonflant. zéro. Exactement. Et donc ça, tu en fais quoi en fait? On remélange au demi-duvet pour les oreillers. D'accord, donc tu le gardes pour la literie. Voilà, mais Et puis- c'est minime comme quantité, en proportion, c'est vraiment minime. Et alors ça fonctionne tout seul? Genre tu mets le duvet et après Alors, ça se il y a, trie, ou est-ce qu'il y a des réglages il y a à faire? plein de réglages, bien plein de sûr. réglages. Ça fonctionne avec de l'air, c'est un peu comme un fluide, comme de l'eau. Oui. Donc, il y a des réglages de puissance, donc on peut régler la puissance de l'aspiration. Donc toi, tu dois être devant la machine, j'imagine, quand tu tries le duvet Alors, pour observer et Quand on est devant, c'est là où on est le plus performant. Mais en général, je fais toujours plein de choses en même temps. Donc, je cale la machine pour ne pas être embêté. c'est-à-dire que ça prend combien de temps, un cycle de triage? Alors, quand on est vraiment dessus, on compte 1 heure par kilo de duvet sorti. C'est-à-dire que Pour sortir 1 kilo, il faut 1 heure de triage. ah oui, donc il faut quand même être patient, hein. Ça Voilà. demande de Ah la oui, patience, hein. C'est flocon par flocon. Ah oui, Ouais, on comprend mieux aussi pourquoi ce Et duvet avec ces quantités-là, c'est complètement marginal par rapport aux structures industrielles qui existent aujourd'hui dans le monde, qui posent du duvet. Ça se compte par tonnes, par jour. Oui, mais alors, Par jour. est-ce que le Donc, triage peut se comparer? On n'est même pas 1 tonne par an. Donc on est dans une niche où on sort une matière, on valorise au maximum Voilà, la chose, quoi. Parce que justement, tu parles de ces structures qui sont qui ont les moyens et des je cherche le mot, des volumes de production qui n'ont rien à voir avec les tiens. Est-ce que leur façon de trier le duvet, même si j'imagine que ce n'est pas des machines de manufacture, comme tu dis, c'est une machine de manufacture, une machine d'époque, est-ce que leur façon de trier le duvet, même si les machines sont plus modernes, est-ce qu'on retrouve plus ou moins la même chose qu'avec une machine comme ça, ou il y a quand même un savoir-faire humain ici qui est indispensable pour pouvoir récupérer ce type de flocon qu'on ne peut pas avoir avec une machine qui gère tout par électronique? Ben, cette machine-là, elle est pilotée à vue. Elle est faite pour être pilotée à vue. C'est pour ça qu'il y a des fenêtres Oui, parce que tu vois avec du effectivement verre, que c'est visuel. Ouais. On pilote à vue. Aujourd'hui, les machines dans les grosses entreprises de plumes et duvets, elles sont automatiques, toutes passent dans le tuyau, on ne voit plus rien. C'est informatisé. On ne voit quasiment plus rien. Voilà. Et c'est des capteurs qui vont dire qu'on est à tel pourcentage, que ci, que ça. C'est tout automatique, c'est des débits énormes, donc c'est tout automatique. Ouais. C'est informatique, quoi. Alors, on parlait, on le sait maintenant, hein, la marque Triple Zéro, c'est une marque qui est synonyme d'expertise et de savoir-faire sur le duvet, sur le travail du duvet. C'est une expertise qui s'est développée sur plusieurs décennies, hein, puisque ça fait maintenant, toi, à peu près 30 ans que tu travailles la plume. Et en plus de ça, tu travailles avec des professionnels de la montagne.
avec des guides notamment. Ça te permet d'avoir un feedback, un retour utilisateur de premier ordre, puisque en général, ils utilisent tes produits et ils vont venir te voir en disant bah, tiens, il y aurait une petite modification à faire là-dessus. Là-dessus, ça permet toi de faire évoluer tes produits dans le bon sens et avec des vrais utilisateurs terrain. Et je voulais avoir, enfin, j'étais curieux d'avoir un petit peu ton regard sur tous ces produits low cost, entre guillemets, d'origine asiatique qui inondent le marché aujourd'hui à des prix qui défient toute concurrence par rapport aux produits, on va dire, fabriqués en Europe ou aux États-Unis, ou pour ne pas parler des tiens ici. Est-ce que tu as un avis sur ces produits-là? Est-ce que déjà tu en as eu entre les mains? Est-ce que tu as pu palper des produits comme ça? Est-ce que pour toi, ça peut représenter un danger quelque part pour ton activité? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un univers qui est complètement à part du tien et ça se mélangera jamais? Bah, il faut de tout pour faire un monde, hein. Donc, de toute façon, je suis bien conscient qu'avec la production qu'on a, on ne peut pas fournir tout le monde. Donc bon, c'est une réalité. Bon, après, si on commence à parler de qualité, de bilan carbone, Tu as déjà touché des produits? Est-ce que d'impact, tu en as déjà vu, ah, toi? on les Oui. connaît, oui, Oui. bien sûr, on les connaît. Ouais. On sait comment c'est fabriqué. Ouais. Et alors justement, on connaît, par rapport à ce que tu fais, toi, qu'est-ce que pour moi, c'est pas, c'est pas la même. c'est pas une façon de travailler, mais Ouais. bon, c'est. Les coutures, etc. Tout est différent Ah ou, oui, oui. oui, 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 Oui. oui, 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 oui. Même sur un produit de marque connue et réputée aujourd'hui, sur des temps de fabrication, on va être 2 à 3 fois plus long, rien qu'en couture. D'accord. Rien qu'en temps, sans parler du coût de la main-d'œuvre. Et est-ce que ça va jouer sur la durabilité du produit, ça justement? Alors, Est-ce que pour toi, notre souci, ça a toujours été de faire un produit de qualité et durable, c'est- pour que l'impact soit le moins important possible sur l'environnement. Parce que maintenant, on le sait, mais moi, enfin, je le sais depuis toujours. Dans le textile, c'est un domaine particulièrement sensible parce qu'il y a une consommation en volume qui est énorme au niveau mondial. Et la grande majorité des produits textiles, donc produits du verre compris, finissent dans les déchetteries et dans les océans. Ça, je ne peux que le regretter. ouais, bah, Et répéter toujours le discours de défendre un produit qui, certes, coûte beaucoup plus cher, mais bon, où on a d'autres valeurs de qualité et de durabilité. c'est ce que tu me disais parce qu'on parlait en anecdote comme ça que la particularité d'être un artisan et de faire des produits à la commande, c'est de pouvoir aussi proposer une personnalisation que d'autres ne font pas. Quand on a un produit qui est industrialisé à l'extrême, on ne peut pas se permettre de faire du cas par cas pour la clientèle, c'est tout le monde achète la même chose. Toi, la particularité aussi de ton activité, c'est de pouvoir proposer du sur-mesure, entre guillemets. Il y a deux paramètres qui sont essentiels pour la durabilité du produit. Le premier, c'est qu'il faut se coller le plus possible à la demande de l'utilisateur, parce qu'on est tous différents. Et plus la personne va avoir un produit qu'il attend, mieux ça sera parce qu'il va l'adopter pour longtemps. Et puis ensuite, il y a tous les SAV, c'est-à-dire faire en sorte que la qualité du produit soit préservée, même 20 ans après, par un bon entretien, et de proposer aussi des services de réparation si par malheur, ce qui arrive, on fait un accroc et que du coup le produit n'est plus utilisable s'il n'est pas réparable. Il y a une particularité aussi de la marque, c'est que vous ne raisonnez pas, enfin pas que, en tout cas en termes de température, là où quasiment 99%, pour pas dire 100% des autres marques, leurs produits sont quasiment normés, c'est-à-dire elles vont faire des tests pour avoir des normes, pour pouvoir coller des étiquettes et quasiment toute la majorité des fabricants aujourd'hui sur le marché vont coller des plages de température à leurs produits. Toi, tu as décidé de parler plutôt en termes de type d'utilisation. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce choix? Ces problèmes de température affichés créent beaucoup de malentendus, beaucoup de désillusions. Parce que souvent, les utilisateurs, enfin c'est le retour que j'en ai en tout cas, sont déçus des performances affichées par rapport aux performances réelles à leur utilisation. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai constaté depuis toujours.
Et donc, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de parler d'utilisation, d'utilisateur et de conditions d'utilisation que de seule température, ce qui n'empêche pas d'en parler, bien sûr. Tu as beaucoup de variables qui viennent, beaucoup de facteurs Alors, autres que la température qui viennent jouer. il y a une anecdote qui illustre parfaitement ce phénomène. Oui, Une fois, on avait fait un test avec des guides que je connais, qui Oui. étaient en camp de base pour une expédition en Himalaya sur un 8000. Et en camp de base, ils avaient testé donc, ce ressenti froid. Il y en avait deux. Il y en avait un qui était absolument pas frileux et l'autre Oui. complètement l'opposé, hyper frileux. très frileux. Ils ont eu le même ressenti froid, l'un avec 400 grammes de duvet et l'autre avec 800 grammes de duvet. Ah oui, Donc c'est du simple au double. Donc comment veux-tu que on puisse se fier qu'à ce seul paramètre c'est pour une utilisation? donc, D'autant plus qu'il y a ce phénomène du ressenti personnel, mais il y a aussi les conditions. Le froid n'est pas le même quand on est à 3-4 000 mètres que quand on est à 2000 ou 1500 mètres, ou en il plaine. y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Le ressenti n'est pas le même s'il y a une tempête, si on a une autonomie sur la durée, que si on part le week-end de faire le sommet le Bien plus sûr. proche, Bien sûr. du massif le plus proche. Donc, le conseil passe par un échange avec l'utilisateur, chose que l'on peut faire. On a le privilège de pouvoir le faire puisque j'ai les clients, les utilisateurs au téléphone Et d'ailleurs, toi, et par mail. ta particularité aussi, c'est que tu leur dis, bah, si jamais ça ne convient pas, si jamais vous avez un ressenti que ce n'est pas suffisant en termes d'isolation, on peut ensuite reprendre le produit, le sac de couchage, et rajouter du duvet. Et On peut toi, tu toujours peux rajouter du duvet si rajouter du nécessaire, c'est prévu dans le système. Alors justement, Tu verras dans la fabrication du produit. voilà, on va en parler parce que bah, on a appris un petit peu à mieux connaître ton activité, comment ça fonctionne derrière un petit peu. Et là, justement, ce qui va être intéressant, c'est de voir les coulisses un petit peu de l'atelier, le backstage, comme on dit, c'est-à-dire comment ça se passe quand un client passe une commande derrière. Alors, je sais qu'il y a des délais, bien entendu, puisque tout est fait à la demande. Donc, il y a des délais hein, de temps de fabrication. Mais comment ça se passe lorsqu'un client passe une commande, les différentes étapes de fabrication. Là, je crois qu'on va prendre justement un petit Astazou, si je me rappelle bien. Voilà, Un voilà, petit Astazou voilà. taille C'est S. un petit Astazou Voilà. 600, 600. FL gauche en taille ES, C'est ça. gris, avec une poche Avec intérieure. une poche zippée. intérieure. Donc, on va Voilà. voir un petit peu comment ça se passe, la fabrication d'un petit Astazou chez 000. C'est parti. Alors là, Louis, on est dans ton bureau et donc tu as reçu la commande d'un petit Astazou. Voilà, donc ça arrive directement par le site et donc là voilà. Et ensuite, il y a tout un suivi en production. Donc cette commande va être intégrée au cahier de production de l'atelier de couture. Et après, on passe directement sur la découpe du tissu, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça, exactement. C'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà. Alors donc, on va couper un Astazou 600 FL gauche taille ES avec une poche intérieure en gris. Alors pour cela, on part toujours d'un patronage. Donc le patronage, c'est les pièces qui constituent la base du modèle. Donc ici, on retrouve donc le sac de couchage avec tous ces éléments. La bande, la collerette, la capuche, le dos, le devant, les lacets et la poche. Voilà, donc ça c'est un dos par exemple, ça c'est le devant, ça c'est la capuche, ça c'est la poche zippée intérieure, ça c'est la collerette, ça c'est la bande tour de tête et ça c'est les deux lacets au fond du sac. Donc ça c'est la base qui avant était en carton et que depuis une dizaine d'années c'est du numérique. Alors l'avantage du numérique c'est la précision et c'est aussi la possibilité de faire plein de spéciales. Voilà, donc là on a tous les morceaux du modèle qui vont être regroupés dans ce qu'on appelle une série qui constitue vraiment l'ensemble des pièces qui vont être placées sur le tissu. Et ensuite, donc, il y a le placement. Voilà, donc ça c'est le placement du petit Astazou S. Donc avec les deux dos, les deux devants, les deux collerettes, la plate-bande d'en haut, les capuches et les lacets de... Et le placement, c'est quoi exactement comme Alors le fichier? placement, c'est ce qui va se passer sur la machine à couper. C'est-à-dire c'est le fichier qui va être envoyé à la machine qui va lui donner les directives pour la coupe. Voilà, c'est ça, en fonction de la largeur du tissu.
Voilà, donc c'est celui-là qu'on va couper. Donc à partir de là, je le lance comme une impression sur le logiciel de coupe qui est sur cet écran. Et donc ici, je vais retrouver mon placement. Donc je marque l'écran et je marque les lignes communes et je l'envoie à la coupe. Bon, alors maintenant on va passer à la coupe. Donc il nous faut du tissu. Donc, du gris. On va le mettre sur le chariot. Et on va l'étaler sur toute la table. Après on va le lisser, ça vient à plat. Là, tu prends la barre en fait pour lisser le. Ouais, pour Le chasser tissu. l'air. Pour éviter les plis. Alors donc ça c'est la tête du robot, donc c'est du vectoriel. Et il y a 3 têtes. Il y a la première tête, c'est un crayon. C'est pour marquer l'écran intérieur. Ensuite, ça c'est un cutter. C'est pour faire l'écran extérieur. Et c'est ça c'est la roulette. Alors c'est une roulette hexagonale avec un angle d'attaque spécial pour ce tissu et qui est motorisé. Voilà, c'est le meilleur système pour travailler un tissu très fin comme les nôtres. Qui sont glissants en Parce que plus. la difficulté, c'est que c'est très fin. Ouais. Donc ici, on retrouve l'écran intérieur donc au crayon qui représente les croisements des nervures qui vont tenir les cloisons du sac. Voilà. Donc après, on ramasse les morceaux. Les zips, tous les petits trucs qui sont les intégrés accessoires. au fur et à mesure du montage. Donc ça c'est une commande donc, que je mets dans son sac avec son papier et qui va partir à la couture. Donc après il reste les chutes. Donc, les chutes pour l'instant ils ne sont pas vraiment recyclés mais ça va pouvoir se faire un jour. Et on considère qu'un bon placement, on a un rendement de 80%, ça veut dire qu'on perd 20% du tissu. 20% du tissu. Et, Voilà. et ces chutes-là, pour l'instant, Pour l'instant, ça part à la déchetterie, mais D'accord. j'aimerais bien pouvoir les recycler un jour. Donc cette machine, hein, tu l'as depuis une dizaine d'années maintenant. Hein. Et avant, la découpe se faisait à la main. Alors avant, c'était à la main au ciseau, ouais. Alors, pour faire ce que... C'est-à-dire qu'il y avait une table de la même longueur, mais Ouais, en bois, comme les autres. Là. ouais. J'ai déroulé de la même façon le tissu,
Mais là, j'avais mes patrons qu'on a vus à l'écran, je les avais en carton. Ouais. Tu vas me montrer des patrons de chaussons, hein. Voilà, c'est Ouais. ça. Donc ces cartons, il fallait les placer sur le tissu, Ouais. avec le crayon créé, tracé autour du patron, les marques, l'écran, tout ça. Et ensuite, avec les ciseaux, Ah oui, et puis les ciseaux de découpe là. voilà. Attention, hein, ça Couper rigole tout pas. avec ça, l'écran et tout. Voilà. D'accord. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a vu la machine à l'œuvre pour faire donc l'enveloppe du petit Astazou. Elle a mis, allez, quoi, même 5 pas 10 minutes, 5 minutes. Ouais, 5 minutes. 5 minutes pour Plus découper. 5 minutes de préparation, 10 minutes. Voilà, 10 minutes montre en main pour découper entièrement l'enveloppe du petit Astazou après que tu lui aies donc lancé Une fois le placement fait. les ouais. patrons, voilà, les placements sur le logiciel. Il y a 10 ans, quand tu faisais ça au ciseau, ça te prenait combien de temps pour le même modèle? Ah, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout la même organisation de travail, puisque en fait, je faisais des couches. Je D'accord, coupais plusieurs à la fois. d'accord. Et on gérait un stock intermédiaire. Ah oui, parce que sinon, c'était pas possible. Sinon, c'est trop de perte de temps. C'était ouais. trop de Ouais, temps, ouais. et là, tu avais des délais de fou, j'imagine, avec C'était trop avec long, la trop long, clientèle. ouais, Ouais. trop long à la pièce. Alors qu'avec le numérique, on peut vraiment optimiser le Eh flux oui. tendu. C'est-à-dire qu'on ne va couper que ce qui est commandé et payé. Et ce que tu m'expliquais, c'est que en fait, tu vas, par exemple, choisir pour ta production hebdomadaire tout ce que tu vas faire dans une couleur, et tu vas utiliser donc un rouleau sur une journée, et tu vas couper tous Oui, les par patrons exemple. dans cette couleur-là Voilà, on coupe par pour couleur. optimiser. Voilà, Voilà. tu coupes par couleur en fait, hein, Ouais, par couleur. et tu changes après ton rouleau pour aller couper une autre série de commandes qui sont dans la même couleur. C'est ça. Et D'accord. tout ça, un volume d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines à la fois. D'accord. Voilà, En tout ce cas, qui c'est assez prend impressionnant. 2-3 jours. Quoi. Ouais, c'est assez impressionnant de voir la machine à l'œuvre. Les couturières derrière, elles ont des boules caisses ou Non. elles s'habituent au bruit. Non, on fait avec. Elles s'habituent, avec. ouais. Bon, entre les machines à coudre et la découpe, On fait bon, avec, voilà. ouais. Après, Ouais. vous êtes dans un coin super tranquille, mais le travail est quand même, bah voilà, ça fait partie Ça bosse, ça fait partie du métier, en vrai. c'est ça. Inta, ça fait longtemps que tu travailles chez Triple Zéro? Ça fait 12 ans maintenant. 12 ans, ah oui. Tu commences à être habitué à faire des sacs de couchage. Je les connais par cœur. Tu les connais par cœur. Oui. Ah oui. Et là, tu vas assembler un petit Astazou, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure qui était découpé sur la machine par Louis. Voilà. c'est D'accord. ça, Exactement. Alors, comment ça se passe quand tu crées un sac de couchage avec la machine? Tu commences par quoi? Alors, je commence par trier, vérifier si j'ai tous les morceaux. D'accord. Regarder s'il n'y a pas de défaut, qu'il a pas vu, que lui, ça n'a pas vu à la D'accord. coupe. C'est un deuxième contrôle que tu fais. en Voilà, fait. c'est ça. Ok. Et après, ben, on se met à la fabrication. D'accord. Donc là, il y a combien de morceaux en tout Alors, en tout, on a 4 capuches. Je regarde que j'ai toutes mes capuches. On a la plate-bande. C'est les petits morceaux. Donc la plate-bande, c'est ce qui va servir à mettre la fermeture éclair après? Non, c'est la bande qui est en haut, qui me permet d'assembler l'intérieur et l'extérieur. D'accord. Donc la plate-bande, c'est ce qui va servir à assembler les deux enveloppes, les deux Voilà, parties en c'est fait. ça. D'accord. La poche intérieure, Ah oui, là on a une commande spéciale avec une poche intérieure. voilà, c'est ça. Les lacets. pour Alors pouvoir ça, c'est les recettes, l'accrocher. ça va servir à quoi exactement? Alors les lacets, on les met au fond du sac pour pouvoir l'accrocher. Soit pour le stockage, soit pour le séchage. D'accord, c'est les deux petits anneaux là qu'on voit effectivement qui permettent de suspendre le sac de couchage à la verticale. C'est ça. D'accord. La collerette. La fameuse collerette pour ne plus avoir froid. Et alors, mes deux devant. Là, tu regardes en même temps s'il n'y a pas de Voilà, petits défauts, c'est ça. si tout est bon. Mes deux devant et mes deux dos. Ça, c'est la partie du dessous en fait. C'est ça. Et à chaque fois, on a deux morceaux identiques. Pour l'intérieur et pour l'extérieur.
a l'air bon. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. À première vue, c'est bon. Voilà, On peut commencer la couture. c'est ça. Donc on commence par les petits morceaux. Les lacettes. Tu commences toujours de la même façon, quel que soit le modèle. Toujours. D'accord. Après, c'est une habitude, hein, juste. Voilà. Ça, c'est ta façon de travailler ou vous travaillez toutes comme ça? Plus ou moins. Ouais. Chacune a ses habitudes. Tes habitudes, ouais. Ah, tu en as 4 par sac de couchage. Oui, D'accord. deux à l'intérieur, deux à l'extérieur. Ah oui, toujours. Toujours. Ouais, ça, c'est la règle. Tu as toujours autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, en fait. Hein. C'est ça. C'est toujours de la même longueur. Et là, tu vas coudre quoi? Les capuches. La capuche. Et toujours double couture. Toutes les coutures sont doublées. Toutes les coutures d'assemblage sont doublées. Et ça permet d'éviter le filage. Non, ça permet le duvet qui reste en place et qui passe pas à travers les coutures. Ah oui, c'est vraiment étanche, quoi. Quand on dit étanche, c'est Voilà, c'est ça. c'est ça. C'est ça. Voilà, les capuches sont finies. Ça a l'air simple hein, quand on te voit travailler comme ça. Hein. C'est toujours pareil. Hein, quand on voit les. Ouais, ouais. Quand on voit les gens travailler, les gens expérimentés travailler, ça a toujours l'air facile. Et quand on se met à leur place, c'est plus pareil. 12 ans. Ah oui, Alors là, on va passer à la collerette. d'accord. Oui, la collerette, c'est. Donc là, on a vu en fait les coutures des différents éléments de l'enveloppe. Et là, tu vas commencer donc à coudre les cloisons, c'est ça? C'est ça. Je vais poser la cloison sur mon extérieur. Sur toutes les nervures que j'ai fait au préalable. Donc ça, c'est le fameux tissu qui va servir à faire les cloisons. Voilà. C'est ça. Une valve. Alors, une valve, c'est justement ce qui va servir à rendre les compartiments étanches, hein, c'est ça? À passer le tuyau pour le garnissage. Donc on verra après, quand Louis va garnir le sac, ça va permettre de passer d'un caisson à un autre. D'un compartiment à un autre, c'est ça. Et ça, c'est spécifique à Tricot Zéro, c'est-à-dire que c'est vraiment un système que vous avez développé en fait Oui, pour remplir vos sacs de couchage. oui, Et c'est ce qui fait justement qu'on peut regarnir un sac qui a été fabriqué, on peut le reprendre oui, et remettre du duvet dedans. oui.
du coup, là, je vais venir fermer mon compartiment. Le compartiment il devient complètement étanche pour le duvet. Et on rentre par la valve pour pouvoir le remplir. Et une fois qu'on a enlevé le tuyau, ça se referme automatiquement. Voilà, le duvet il peut rentrer, on peut y rentrer, mais il ne peut pas sortir de l'autre Ça côté. le rend complètement étanche, il ne peut pas migrer en fait dans un autre compartiment. Voilà, c'est ça. Donc là, tu as terminé de coudre toutes les cloisons sur l'enveloppe. J'ai presque terminé. Presque terminé. Voilà, il m'en reste 2 cloisons. Et après, tu J'ai auras... fermé le fond. Oui, Et après, le sac est terminé, prêt pour le garnissage. d'accord. Tu vas laisser donc juste une petite ouverture pour le... Un petit trou pour un le petit tuyau. trou pour le tuyau qui va garnir de plumes le sac de couchage, l'enveloppe. Là, on est sur les derniers points de couture. Là. Les derniers. C'est plus compliqué la footbox que les autres compartiments. Non, c'est une question d'habitude. Il y a plus de couture. Il y a plus de couture. Ouais. Des petites coutures. Voilà, c'est terminé. Ça y est, donc il est prêt à être rempli maintenant. Voilà. Il est prêt à manger. C'est ça, avec le trou de garnissage. Ah bah tiens Louis, ça tombe bien, je te cherchais. On est... Oula, mais c'est une pièce un peu spéciale ici. Là, on est au garnissage. On est au garnissage. Donc là, on a Voilà, le fameux duvet que tu as trié. Voilà, on retrouve le duvet qu'on a trié là-bas. Donc ici, c'est là que tu pèses le duvet pour le mettre dans les compartiments de ton sac de couchage. Voilà, c'est ça. Et on va préparer la pesée pour garnir le petit Astazou 600 qui a 25 compartiments. Il y a un compartiment en collerette 30 grammes. Il y a 2 compartiments au fond du sac, c'est 16 grammes chacun. Et comment tu sais tout ça? Tu as un bouquin, tu as... Alors tout est marqué dans le livre. Donc c'est le S, donc en 600 grammes, qui est ici. Donc 32 grammes dans le dos, 11 grammes devant, 16 grammes au fond et 30 grammes dans la collerette. Tout est indiqué ici, donc tu sais exactement au gramme près dans ce que tu vas mettre dans chaque compartiment. du Ah, sac de toujours, Ah. dans tous les produits. Donc une poignée comme ça, c'est à peu près 30 grammes. 30 grammes de duvet. Ouais. Là, on est sur le fameux duvet 000, donc Ça, c'est du 000. purifié À l'extrême, à l'extrême. c'est ça. Ah. Voilà, après on va faire les dos, les 32. Et alors, comment tu sais quel sac correspond à quel compartiment? Là, tu les mets dans l'ordre, en fait. C'est dans les- visuel, C'est visuel. c'est visuel. C'est visuel. C'est-à-dire que- C'est spatial. C'est dans l'espace. C'est-à-dire que là, tu les positionnes, comment ils vont je être sais, les ouais. compartiments, en fait. Je sais où c'est, ouais. C'est les dos D'accord. d'abord. Enfin, ça, c'est des habitudes de travail. Ah, mais c'est impressionnant. Alors que là, tu vas reconstituer plus ou moins dans ce bac en bois là, le compartimentage du sac de couchage. Tout à fait. Au niveau spatial, je veux dire, où se trouve tel... Tout à ok. fait. Là, je fais les 11-32. D'accord. Et donc, tu sais qu'il y en a un qui va se mettre au fond, là-bas.
Un autre à côté. Tu as toujours fonctionné avec des élevages du coin. Le système 000 a été créé en 94, tel qu'il existe aujourd'hui. Avant, on avait un duvet qui était fourni par des intermédiaires qui me le livraient. Et en 94, pour être indépendant, j'ai choisi d'aller voir directement les fermiers, les producteurs d'oie, pour créer une filière autonome qualitative. Voilà, là il y en a 11. Et maintenant on va faire 11 de... Donc de ça, ronde. Ça c'est les dos. ça c'est les dos et ils ont C'est le tous le dos qui même, fait cuvette. d'accord. Ils ont tous le même poids. tous le même poids. C'est Ouais, combien la qu'on salle avait de couchage, c'est le principe, on va dire. C'est d'avoir un rapport poids de duvet par rapport au volume qui est homogène. Donc le volume est calculé pour avoir un poids de duvet par série qui est le même. Donc tous les dos, ils ont 32, tous les devants, ils ont 11. Dans un grand barba où il y a 4 compartiments par étage qui sont égaux, il y a le même poids dans tous les compartiments du sac. Hein, sauf la collerette, le fond. Donc là, la pesée du petit Astazou, elle est finie. Là. Tu as Oui. fait tous les compartiments. Donc là, si je compte, on en a 27. 25. C'est 25. une taille ES, 25 ouais. parce que c'est une petite taille. Ouais. La collerette, Ouais. les deux fonds, les 11 devant et les 11 de dos. Et ça fait bien 25. Ouais. D'accord. Et donc tout ça, après, on va le voir. Tu vas le mettre dans cette machine. Quand le sac sera fini, on met le sac dans le tuyau, Ouais. enfin le tuyau dans le sac, et compartiment par compartiment, on va injecter à travers le tuyau. Donc là, on a récupéré l'enveloppe. Donc l'enveloppe, elle est prête à être garnie. Donc ça consiste à injecter à chaque compartiment sa quantité de duvet qui a été pesée préalablement. Et pour ça, donc, tu vas te servir de la petite ouverture dans la footbox. C'est ça. Et ensuite, je vais suivre le chemin des valves. Jusqu'au compartiment le plus éloigné en fait. C'est ça. Et c'est par celui-ci que tu vas commencer le garnissage. C'est ça. C'est compliqué de trouver le chemin là sans voir. Alors, c'est un coup de main. C'est encore un savoir-faire ça. Voilà, là je suis en haut, devant en haut. Alors tu mets un poids pour pas que l'enveloppe s'envole. Oui, c'est pour éviter que ça glisse et qu'il y ait un compartiment qui ne soit pas garni. Voilà, donc on va envoyer 11 grammes 11 fois. Ah oui, c'est impressionnant, tout de suite ça prend du gonflant. Hein. C'est ça, là on voit tout. Là en fait c'est de l'air hein, qu'il y a dans les compartiments, c'est ça? Oui, oui, c'est l'air qui est pulsé. C'est ça. C'est pas encore la plume là. Hein. Donc je vide le duvet, je vide le duvet devant. Le duvet est aspiré et il va aller directement dans le compartiment. Et ainsi de suite. Hein. Et à chaque fois tu déplaces le tuyau pour qu'il soit dans le bon compartiment. C'est ça, exactement. Alors, ça a l'air beaucoup plus rapide de garnir que de coudre. Hein. Ça c'est sûr. Mais bon,
Tout est toujours long. Il faut prendre le temps pour bien faire les choses, hein. C'est ça, exactement, ouais. Voilà le dernier du dos en bas. Toujours un peu surgarni. Pourquoi un peu surgarni? Et parce que c'est les extrémités, c'est les points les plus sensibles. Les pieds, Là où on sent plus facilement le froid. c'est ça. Donc le fond, 16 grammes. Ah oui, ça gonfle hein, comme un ballon, hein. Le deuxième du fond. Donc il y a 32 grammes dans la footbox. Oui, 2 x 16, oui. Les 2 compartiments la footbox. Oui. Voilà, et on termine par la collerette qui est à part. Et alors là, ton trou, il n'est pas bouché, t'as pas peur que ça s'en aille? Non, 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 ça part pas, non. C'est à cause des fameuses valves? Ça pousse doucement quand même. Sinon, ça se boucherait très vite partout. Ouais. Voilà, c'est dans la boîte. Là, tu as mis combien de grammes de duvet? Donc là, il y a... Alors, normalement, en taille EM, c'est 600 grammes de duvet. Mais comme c'est la densité qui compte, en taille ES, il y a à peu près 10% de moins. Donc, il y a 640 grammes à peu près. 640 grammes. Ouais. Voilà, et maintenant, donc, on va le finir. Donc on repart sur la machine à coudre, c'est ça, Louis? Voilà, fermer les 2 trous et puis nettoyer, préparer bien le colis avec le Et sac après, de compression, sac de rangement. Il sera prêt pour de futurs bivouacs pour ton client. Et c'est ça. Et d'ici quelques 2 jours, en principe, il va le recevoir chez lui et il pourra s'en servir. Ah Voilà. bon, bah, j'ai vu son sac en avant-première. Voilà. Tu as vu Et toute je la peux genèse certifier- d'un Je peux produit. certifier qu'il a été très bien fabriqué. Merci beaucoup, Louis. Avec plaisir. Donc là, on est sur l'étape finale avant la mise dans le colis, c'est-à-dire le contrôle. C'est Le ça. contrôle qualité. Là, tu regardes s'il n'y a pas de défaut, s'il n'y a pas de... S'il n'y a pas de pince, si toutes les coutures sont bien faites, si on n'a rien oublié, s'il y a le duvet partout, si... Et là, tu fais quoi? Je rajoute les tirettes Sur le zip de la poche. sur tous les curseurs. Et des petites tirettes avec le logo de 000, le nom de 000 dessus. C'est vrai que c'est quand même un produit qui est agréable à l'œil, hein. On apprécie de voir ce gonflant là. La collerette. Un sacré gonflant quand même, hein.
passe au sac de compression. Et là, tu rajoutes une petite étiquette. Un carton avec les explications de l'entretien à l'intérieur. Tu t'occupes aussi du colisage, donc une fois que le sac est terminé, c'est toi qui le mets dans le carton. Oui. Donc la prochaine fois qu'il sortira du sac, ce sera pour aller sur le terrain. Sûrement. Ah, je lui souhaite en tout cas. La petite carte de 000. Pour protéger l'ouverture, le sac à l'ouverture. C'est très important, c'est d'éviter Ne pas utiliser le cutter. voilà, le cutter Le ou couteau, les le ciseaux. couteau, parce que là, C'est pour le ça qu'on pauvre met la sac. carte. Aussi. Terminé. Bonjour, Et bonjour. viens chercher le paquet. Et voilà le colis. Tiens, les bons Merci euros. bien, bonne fin de journée. Et Au bien, bonne revoir. continuation à toi. Merci. Salut. Au revoir. Ça y est, Louis, alors le colis est parti chez Et le voilà. client. C'est fini. C'est fini Maintenant, pour toi. il va vivre sa vie. Il ne nous appartient plus. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une belle histoire qu'on vient de découvrir avec toi. Merci beaucoup d'avoir ouvert tes coulisses. Écoute, c'est avec plaisir. Hein. Merci à toi aussi. Donc on vient de voir comment ça se passe, la fabrication d'un sac de couchage. Quand un client passe commande, on a vu vraiment toutes les étapes et on se rend compte que c'est quand même très bien organisé. On voit que chaque étape est bien pris en charge. Toi, tu es vraiment le maître plumier, hein. C'est-à-dire que tu t'occupes du triage, tu t'occupes de la pesée, hein. C'est-à-dire que chaque modèle qui est en train d'être assemblé par les couturières, toi, derrière, tu vas préparer la pesée de chaque caisson, chaque compartiment, pour pouvoir ensuite passer au garnissage. Et puis, pendant ce temps-là, les couturières, elles s'occupent de l'enveloppe, de la couture des enveloppes, des différents éléments qui vont constituer le produit, avec les fameuses cloisons. Et puis, ce système très ingénieux de valves qui va permettre justement de pouvoir, par la suite, si le client le souhaite, regarnir ton sac de couchage ou je ne sais pas si c'est possible aussi avec d'autres produits, mais les doudounes, j'imagine que c'est pareil. Ah, c'est pareil. C'est pareil, c'est le même Tous les principe. produits, oui. Tous les Et ce qui était marrant aussi, c'est de t'imaginer à l'époque, avant justement de t'équiper de machines à découpe, comment tu pouvais procéder aux découpes de tissus et le temps que ça pouvait te prendre pour procéder aux découpes des différents patrons. Et ça, c'est quelque chose, on a du mal à imaginer aujourd'hui. J'imagine que tu ne reviendrais plus en arrière avec ce système-là. Et c'est- on va éviter. c'est un peu ce que tu me disais, il y a du bon à prendre dans l'ancien et également dans le moderne, c'est-à-dire que tout n'est pas non plus mauvais dans le moderne, dans le progrès. Et notamment aujourd'hui, le fait d'avoir cette fameuse machine qui te sert à découper le tissu, ça te permet, toi, de faire autre chose pendant ce temps-là. Ça te permet d'avoir peut-être aussi moins de déchets, moins de pertes et de pouvoir gagner en temps et en confort de travail. Et en précision, oui. Et en précision. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, la machine à trier, la trieuse, si je devais investir dans une trieuse, je ne trouverais pas mieux que celle-là aujourd'hui. Ouais. Donc pour moi, c'est le meilleur outil que je peux avoir pour ce que je veux faire. Et là, on parlait de durabilité. Par contre, une machine qui a 100 ans, on ne peut En pas faire plus durable. En C'est, plus, c'est un très bon bilan. Ah oui, Par contre, pour la coupe, le robot fait vraiment le meilleur boulot par rapport au coupeur à la main. Donc, je n'hésite pas à investir dans un outil numérique qui va me permettre d'améliorer ou de maintenir une qualité Voilà. toujours maximale. bien au contraire, ça ne va pas Tout à faire fait. baisser ta qualité. Au contraire. Au contraire. Au Voilà, contraire. c'est Pour les même, machines à coudre, voilà. c'est la même chose. Enfin, ça dépend des postes. Louis, merci beaucoup. Franchement, c'était un plaisir de Merci discuter à toi. avec toi. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'on voit vraiment que tu es un amoureux de ton métier, de ce que tu fais et de ton travail. Et ça, franchement, ça fait plaisir à voir.
Et puis, je voudrais juste terminer en fait cette entrevue sur une petite note d'espoir pour l'avenir, parce qu'on en parlait aussi en off. Tu me disais qu'aujourd'hui, ton nouveau défi, c'est la transmission de ton savoir, c'est d'arriver à trouver la relève, parce que toi, tu as eu la chance, tu me disais, de pouvoir avoir cette acquisition de savoir par les anciens, hein, ceux qui étaient là avant toi, et qui t'ont transmis ce savoir. Et c'est un petit peu l'essence même de l'artisanat, cette fameuse transmission de savoir. Est-ce que tu peux nous en parler justement? Ben, je fais un appel. Ouais. Je cherche à transmettre mon savoir-faire. Parce Voilà. qu'après toi, personne parce que ne pourra se... Non, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de. Voilà. Donc l'idée, c'est de transmettre en effet tout ce savoir-faire pour Bon, les bah, nouvelles écoute. générations, pour que bon, ils feront peut-être pas pareil, mais qu'au moins le savoir-faire ne se perde pas, C'est ça. Ouais. qu'on ne se retrouve pas dans une impasse de plus, comme dans beaucoup de domaines, quoi. Voilà. Bon, bah écoute, Tout modestement. je souhaite en tout cas que tu arrives à la trouver cette relève et puis que le cycle continue. Et puis ce sera une belle note d'espoir pour l'avenir en tous les cas. Merci à toi, Merci Philippe. beaucoup Louis. À bientôt. À bientôt.